C'est désormais 2 dates historiques à son actif. En ce qui concerne naturellement la bourse anglaise, le 28 octobre 2023, il était face à Tyson Fury et pour certains, c'était une victoire volée pour Francis Ngannou. Le 8 mars 2024, il remet ça, mais cette fois-ci en face, il a Joshua. La suite a été très chaotique pour lui, pour les Camerounais et le monde entier. De toutes les façons, mesdames et messieurs, ce soir, cet après-midi, nous avons la chance de l'avoir. Il a accepté notre invitation et au nom de la grande équipe d'Equinox Télévision, nous lui disons merci. Francis Ngannou, puisqu'il s'agit de lui, le digne fils de Batié est là, bel et bien, sur ce plateau et nous avons 60 minutes d'interview, d'entretien avec lui. Francis Ngannou, une fois de plus. Merci d'accepter notre invitation. Merci Esther. Voilà. Alors j'adore ce sourire, il est toujours là et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous allez bien Francis Ngannou? Ah si, je vais bien, je vais très bien même. Vous savez que vous avez créé des frayeurs au Camerounais le 8 mars dernier? Ouais, j'imagine. Et surtout pour ma famille qui était tout juste à côté du ring. D'ailleurs, même quand je me réveille, la première image, à part le docteur que j'avais en face de moi, c'était celle de ma petite soeur qui était à côté du ring et qui parlait. Et là, dès que je l'ai vue, je me suis dit, mais les choses se sont mal passées. Quand vous dites que quand vous vous réveillez, ça veut dire quoi? Une fois le coup qui vous a assommé, qui vous a ramené au sol? Oui, après ça. Parce qu'au fait, c'était déjà... Je ne sais pas si c'était l'heure ou si c'était quoi, mais je voyais un peu flou ce soir-là. Donc, vous vous rassurez que ce que nous avons vu, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, on a vu un Francis Ngannou déséquilibré, perdu. J'étais, on va dire, perdu. Parce que je me rappelle même dans le combat que je réagissais trop à ces mouvements. Et à mauvaise distance, je n'arrivais pas à calculer sa distance parce que les choses n'étaient pas assez claires et je cherchais encore et je ne calculais pas la distance. Et jusqu'à un certain moment, je me suis dit, mais pourquoi tu réagis à tout? Tu vois, je sentais que ce n'était pas normal, ce n'était pas moi. Et à partir du moment où je prends le premier coup, je tombe et je me dis, mais qu'est-ce qui me fait tomber? Généralement, même aux entraînements, je prends des coups beaucoup plus puissants, bien placés que ça, et qui vont me faire mal. Je tombe d'un coup que je n'ai même pas la sensation du coup. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdu en ce moment. Je me dis, mais je me pose la question. Et après ça, dès que je me relève, on finit le round, je vais au coin et j'entends mes coachs me parler. Mais seulement que pendant ce temps, je continue à sombrer. Je ne me rappelle plus du moment où je suis quitté du coin pour engager le deuxième round. Mais c'est assez grave ça, Francis. Oui, non mais c'est ça, j'ai dit, j'ai jamais rien compris dans ce combat. Alors justement. Au deuxième round, je me rappelle, j'arrive à mon coin, je suis assis, et il y a même l'un de mes coachs ou les deux qui me disent, ne va plus en gaucher, il t'attend en gaucher. J'entends bien. Mais quand est-ce que je me suis levé de là pour aller? Parce que généralement, ce qui se passe quand tu prends un knockdown, le knockdown, c'est un coup qui t'amène au tapis, qui ne te met pas KO, mais qui te déséquilibre. Tu as 10 secondes, tu as un peu du temps pour récupérer. Et généralement, on récupère de ça. Une fois, j'ai eu les 10 secondes parce que quand je me retrouve au sol, je suis surpris du pourquoi je suis au sol, mais je vois l'arbitre qui compte. Alors, de toutes les façons, j'ai mes 10 secondes pour récupérer. Pourquoi me précipiter? Alors je reste, puisque les conseils qu'on vous donne, c'est que même si tu es conscient à 2, reste là jusqu'à peut-être 8 ou 9 pour récupérer, pour prendre ton équilibre. Souffle, voilà. Et quand je me relève, après le 10, je suis debout et on bouge un peu pendant les quelques secondes restantes de la première du premier round. Je vais au coin et au coin c'est 1 minute, donc normalement c'était largement au-dessus du temps pour récupérer, mais largement.
Même du KO, on va peut-être récupérer en moins de 7 ans. Pourtant, je n'étais pas KO. Mais au lieu de récupérer, je sombre. Et pourtant, et je me rends compte que je ne suis pas arrivé en forme. Je n'étais pas en forme. Ça faisait 4h30 que j'étais dans les vestiaires à attendre. Joshua, il est arrivé à au moins 2 heures après moi. Bon. Non, il n'y a pas de bon. On est là aujourd'hui pour tenter de comprendre parce que nous avons tous regardé, nous avons tous suivi ce combat, comme les autres d'ailleurs, mais il y a plein de choses que nous n'avons pas comprises. Moi-même, j'ai pas compris. Alors, voilà pourquoi je vais vous demander, est-ce qu'avant le match, vous vous sentez bien? C'est-à-dire la veille, comme tous les autres matchs. Non, la veille, je me sens bien. Ça, c'est un combat où je me suis préparé, où là, je vais maintenant pour surprendre les gens encore. Je me suis dit, ok, les gens m'ont vu après combattre Fury. C'était mon premier combat de boxe anglaise. Là, on attend de voir le Francis Ngannou qui a combattu Fury. Et moi, j'avais pourtant l'intention de venir avec un autre Francis Ngannou qui était beaucoup plus meilleur, qui avait déjà un peu d'expérience, qui avait acquis un peu de la mémoire musculaire en faisant la boxe anglaise. Parce qu'il faut noter qu'en combattant Tyson Fury, je venais d'une chirurgie du genou, le ligament croisé et le ligament latéral et le ménisque et le cartilage. Donc, presque une reconstruction du genou. Et ça faisait presque 2 ans que j'avais pas combattu. Et vous aviez même des problèmes avec votre biceps? J'avais des problèmes avec des biceps quelques jours avant. Voilà, qui est toujours là. En fait, ça ne fait plus mal, mais ça a laissé des cicatrices. Donc, c'était la première fois et je commence, je vais faire 10 rounds et j'ai jamais fait 10 rounds, je ne sais pas ce qui va se passer. Après avoir fait le combat, la préparation pour le combat de Tyson Fury et le combat en lui-même, j'ai déjà l'expérience du 10 rounds. Mon corps, il commence déjà à mémoriser un peu, même ma mémoire musculaire. Donc, ce qui fait que dans le deuxième, même dans la deuxième préparation, j'étais déjà beaucoup mieux que dans la préparation de Tyson Fury. Je viens ici étant plus mieux. Les choses changent le jour du combat et surtout en soirée, ce soir-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je reste au vestiaire. On arrive déjà au vestiaire à 22h. On est quitté à l'hôtel à 22h25. On nous disait qu'on devait combattre entre minuit 30 et 1h. On arrive à 22, on quitte à 22h. Donc, soit 2 heures de temps après l'arrivée au vestiaire. Oui, ce qui est logique. Ce qui n'est même pas assez. Non, ce qui est logique, c'est le temps. Oui, c'est le temps réglementaire. Oui, c'est à peu près le temps. Voilà. C'est acceptable. 2 heures au vestiaire pour le combat, c'est logique. C'est, on va dire, recommandé. D'accord. Mais on arrive à 23h moins et à l'arrivée, on nous fait comprendre que nous, on va combattre aux environs de 1h45. Là, il y a déjà un retard. Et on est un peu choqué. On dit, mais pourtant, on nous a fait quitter à 22h, soit disant qu'on devait combattre vers les 1h. Il y a déjà un retard, mais c'est pas grave. Il y a peut-être environ 1h ou 45 minutes. Alors, à 1h, parce qu'on avait quand même des vidéos, des caméramans qui filmaient, qui étaient de mon équipe. Et c'est aux alentours de 1h30 qu'on nous annonce que Joshua est en train d'arriver. Je dis, mais pourquoi on m'a fait venir avant? Oui, on va faire le même combat, mais pourquoi on me fait venir 2 heures de temps avant lui? C'était le cas, je coupe, c'est le cas avec Tyson Fury, vous étiez arrivé au même moment? Avec Tyson Fury, avec Tyson Fury, les choses, il peut avoir un décalage de 10-15 minutes. Oui. C'était quoi précisément avec Tyson? C'était 30 minutes, 20 minutes avec Tyson? Non, là, nous, on n'a pas calculé. Oui. Ici, la raison pour laquelle on a su que Joshua venait d'arriver, c'est parce qu'on attendait. Et on se posait des questions. On s'est dit, mais quoi? Et c'est là où il y a un des producteurs de la télé qui venait régulièrement au vestiaire, qui nous dit, Joshua est en train d'arriver. Je dis, mais comment ça, Joshua est en train d'arriver? Quand nous sommes arrivés, vous nous avez dit que le combat, il était à 1h45. Si Joshua arrive maintenant, ça, c'est pas pour combattre à 1h45. C'était quoi le plan?
Pourquoi nous n'avons pas dit ça au début? Et d'ailleurs, les qui ont fait le programme, que Joshua arrive plus de 2 heures après moi, tu vois. Et c'est là où, parce que toute la semaine, il y a eu des trucs comme ça, et mon coach, celui qui a les locks là, de oui, qui se plaint, et généralement, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais il a un peu haussé la voix une fois pour dire oui, mais c'est comme ça qu'on fait pour fatiguer les combattants et tout ça, pourquoi on attend, on nous fait attendre. Et c'est même moi qui lui ai calmé que non, ça va, laisse, te casse pas la tête. Rien, on va arriver au combat et on va faire le combat. Mais on n'était pas encore au courant de l'ampleur de la chose. Parce que nul ne savait que le jour du combat, on devait attendre 4h30 dans les vestiaires. Ça encore, c'est pas grave. Ça, c'est un autre aspect. Mais le truc, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que je suis au vestiaire, je suis un peu fatigué. Tu sais, le jour du combat, généralement, avec l'adrénaline, le stress et tout ça, on n'est pas très dégagé. Parfois, on va peut-être s'échauffer un peu le matin, faire un peu d'exercice pour réveiller un peu le corps. Ce qu'on a fait ce jour-là, et tout se passait bien. Mais toute la journée, le reste de la journée, voilà, il y a ça et tu te dis, c'est normal. Jusqu'à ce qu'on arrive au vestiaire et que... bon, je suis un peu couché, un peu fatigué, un peu comme le sommeil, mais ça encore, c'est pas grave. Je suis persuadé qu'une fois que je commence à m'échauffer... Vous avez déjà eu sommeil avant un combat, puisque vous êtes habitué des combats, hein? Oui, MMA bon, et plein de... généralement, pas débutant. Oui, ça, il n'y a pas de problème. C'est déjà arrivé quand même? Non, ça arrive. Oui. Ça arrive. Ok. Là, il n'y avait pas de problème. C'est pour ça, même en ce moment, je ne m'inquiète pas. Je commence à m'inquiéter à partir du moment où, bon, je commence les échauffements, je transpire et je m'assois un peu et je sens la même fatigue et un peu le même sommeil. Et c'est là où j'ai dit à un de mes coachs que mais c'est pas normal. J'ai sommeil. Pourtant, j'avais de la sueur sur moi. J'ai sommeil. Alors, encore, on ne sait pas, on s'apprête, on s'échauffe, on part au combat. Quand on arrive au combat, moi, dans ma tête, je sais que je suis bien. Je suis fatigué, ok, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que une fois qu'on a donné le signal pour le combat, quoi que tu ressens, le stress, tout ce que tu as, ça disparaît. Ce jour-là, c'est pas parti. Quand on a dit fight, ça ne partait pas. Déjà, j'arrivais pas à calculer sa distance. Non. J'arrivais pas. Donc, et je me suis rendu compte que même ces petits gestes comme ça, les petits gestes à distance, je réagissais. Pourtant, ils n'étaient même pas à ma portée, ils n'étaient pas à ma distance. Et c'est là où je me suis dit, ça passe pas bien. Et le premier coup qui frappe ma main avant même de me toucher, je me retrouve au sol et je me dis, mais je comprends pas, je suis un peu confus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis au sol. Il y a un truc qui ne va pas. Mais bon, c'est peut-être pas mon jour, c'était peut-être pas mon jour. Non, quand on parle de pas de jour, Francis Ngannou, quand on parle de pas de jour, ça veut dire qu'on est quand même debout, on combat, on donne des coups, on encaisse et ça se passe bien. Mais là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'est passé quelque chose de pas normal, de pas catholique, comme on le dit chez nous au Cameroun? Bon, le dilemme avec ça, c'est que il peut être que ce n'était juste pas ton jour, ce n'était pas ta forme. Parfois, il y a des jours de combat où tu te réveilles et que tu es malade. Mais tu vas expliquer à personne, tu vois. Donc, il y a des jours qui ne sont pas ton jour. Il y a des jours où tu peux ne pas être en forme, tu vois. Entre-temps, il peut arriver qu'il y a des trucs qui ne sont pas catholiques, comme tu disais tantôt. Mais le dilemme avec ça, c'est que dans les deux cas, il y a un petit souci. Si c'était juste pas ton jour et que tu te mets dans la tête qu'il y a des trucs qui sont pas catholiques, du coup, ça ne te permet pas toi de te mettre en cause et de chercher à savoir ce qui n'a pas marché. Tu vois, entre-temps, si tu acceptes juste que c'est ton jour et que tu ne prends pas en compte d'autres aspects et qu'il y a des choses qui ne sont pas catholiques, ça aussi, ça peut arriver encore à l'avenir. Donc, on est dans
on est dans un dilemme où il faut chercher le juste milieu et tu ne peux pas juste dire oui, il y a des choses qui ne sont pas catholiques tant que tu n'as pas de preuves. Oui, ça on comprend, on est des Bantous, chez nous au Cameroun, ça on peut comprendre. Mais ce que je veux maintenant savoir, de votre carrière, parce que Francis Ngannou, c'est champion 2 fois au MMA, Francis Ngannou a combattu Tyson Fury, qui pour nous, au départ, on savait que c'était perdu d'avance, mais vous avez tenu jusqu'à 10 rounds. Mais là, on est face à Joshua, et vous ne tenez même pas un seul round. La défaite, oui, ça on pouvait accepter. Mais de là à vous finir de cette façon, humiliation, chaotique, etc., etc., à peine entré, Francis, dites-nous sérieusement, au fond de vous, dites-nous la lecture que vous-même vous avez faite de la chose. Mais je pense que depuis, c'est ce que j'explique. J'explique la lecture. Oui, mais vous avez fait un peu de philosophie. Maintenant, je vous dis, tout ça réuni, rassemblé, à un moment donné, Francis, dans votre tête, vous vous dites quoi? Sincèrement. C'est la méforme, c'est la méforme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je peux spéculer, je peux imaginer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. De votre carrière, vous avez déjà eu cette méforme-là? Non, j'ai jamais eu cette méforme. J'ai jamais été face à une telle situation. Une fois, j'ai pensé à ça. C'était quand je combattais Cyril Gane. Quand j'allais combattre Cyril Gane, avant ma blessure, je me suis dit, ok, il y a beaucoup d'enjeux et tout peut être arrivé. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas catholiques. Alors j'allais prendre mes dispositions jusqu'à ce que je me blesse. Dès le moment où je me suis blessé, sachant que j'étais un peu plus ou moins handicapé, voilà. Donc, on n'allait pas me donner beaucoup d'attention. Tu vois, j'étais parti sur ce combat pour être perdant. Voilà. Ouais. Donc, on allait peut-être me foutre la paix. Voilà, je pense que c'est ma blessure du genou qui est venue me sauver dans cette situation. Du moins, dans mon esprit. Non, malgré même ces blessures, vous n'avez jamais été au pire de votre forme, comme ce fut le cas le 8 mars. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, j'ai jamais ressenti ça. Pourtant, vous n'avez pas de bobo. Et pourtant, même au combat, même au MMA, je me suis quand même pris des coups et avec des petits gants. Les gants du MMA, ils sont beaucoup plus petits que les gants de boxe, donc l'impact, il est un peu plus important, tu vois. Raison pour laquelle on ne comprend pas. Le combat de Tyson Fury, j'ai pris des coups de coude. Tyson Fury m'a mis un coup de coude ici où j'ai eu mal pendant une semaine. Mais je n'ai pas trébuché. Mais 4 mois plus tard, les coups qui me faisaient tomber ne valaient pas ce coup de coude. Alors, même moi, je me pose la question. Comprenez que même pour moi, ce fut une surprise. Bon, il est vrai que dans le sport de combat, tu n'y vas pas pour mettre ta mâchoire pour qu'on teste si c'est solide. Mais généralement, je suis un peu connu pour être du à cuire. Tout à fait. Celui-là qui a le coup de poing qui pèse quand même le plus. On peut avoir le coup de poing qui pèse, mais la capacité d'encaisser le coup de poing est aussi important dans la carrière pour un combattant. Parce que même si tu mets le coup de poing, à un moment, tu vas te faire toucher. C'est ta capacité de pouvoir gérer cet impact. Ça aussi, c'est très important. Et ça là, ça n'avait rien par rapport. Même des journalistes, ils l'ont dit. Il y a des reporters qui l'ont dit. Bon, comme vous savez, le perdant n'a pas le droit à la parole. En fait, la voix du perdant ne retentit pas. Voilà. Donc, il y a... Et je pense que il y a quand même un peu de... Parce que même pendant la semaine du combat, j'ai eu des interviews où les journalistes me disaient, mais qu'est-ce que ça te fait qu'on veuille que tu perdes pour faire le combat de Tyson Fury éventuellement et Anthony Joshua? Je me disais, mais ça, il n'y a pas de problème. Que les gens ils supportent que Joshua il gagne, non, logique. Joshua, il est dans un système où moi, je ne suis pas dans un système. Un système qui profite à énormément de personnes, à une organisation. Donc, la boxe, quand même, reste une institution qui profite à certains gens. Donc, on protège ce joujou-là.
bien qu'ils ont un peu négligé, et je les ai fait du tort avec le combat de Tyson Fury. Parce qu'après le combat de Tyson Fury, la boxe a été un peu mise en cause. Oui. Tu vois. Donc, même quand les journalistes ils me posent cette question, je me dis, OK, j'ai déjà été dans des situations où, à maintes fois, où je suis défavorisé, où je suis un peu considéré comme le tocard, tu vois. Mais, pas un peu, beaucoup. Oui, mais toujours est-il que le combat en lui-même, parce que quoi qu'il se passe autour du combat, moi je me concentre sur le combat en lui-même. Le combat en lui-même, ça se passe entre deux personnes dans le ring. Une fois que vous êtes dans le ring, peu importe qui te supporte ou qui lui supporte, ça ne sert à rien. C'est entre vous. Peu importe la volonté des autres, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun impact en ce moment. Donc moi, même quand on me posait cette question, je me disais, de toute façon, je serais dans le ring qu'avec Anthony Joshua. Et tous ceux qui le supportent seront que derrière, ils seront hors du ring. Je ne vais pas combattre contre une masse de personnes, tu vois. Et voilà. Alors, peut-être j'aurais dû penser autrement, peut-être pas, je ne sais pas. Bon, est-ce que vous pensez que les dieux de Batié vous ont lâché face à ce combat? Non, je ne pense pas qu'il y a Est-ce que spirituellement vous avez préparé ce combat? Non, je ne pense pas qu'il y a, je ne crois pas à la spiritualité. Je ne crois pas. Vous pensez quand même que vos ancêtres sont là, non, les dieux? Je ne pense pas. Je crois que les morts sont morts. Ouais. Et que tout dépend des vivants. Je pense que quand on s'y met au travail et quand on s'investit, on a les fruits de notre investissement. On récolte les fruits de notre investissement. Et ça peut ne pas être cette saison, ni la saison prochaine, mais ça finit toujours par arriver. Je pense que tout réside dans notre effort, dans notre détermination, dans notre acharnement envers notre objectif. Je crois que les morts sont morts. Parce que déjà, même de l'air vivant, s'ils avaient ce pouvoir, ils ne seront pas morts, ils seront vivants. Pourquoi ils sont morts alors? Parce que la mort ici, c'est naturel. Pourquoi c'est une fois morts qu'ils sont puissants, alors que vivants, ils ne sont pas aussi puissants? Donc ça, c'est ma logique. Peut-être j'ai tort, mais c'est ce en quoi je crois. Alors, Francis Ngannou, vous savez que vous êtes champion et lorsque vous descendez dans le ring, ça bavarde, ça jase. Il y en a qui pensent peut-être que vous, à vous écouter précédemment, vous n'avez pas la solution, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Il y en a qui pensent que vous avez tellement humilié Tyson Fury que peut-être ils se sont dit, ce monsieur, il est tellement dangereux, il ne faut pas le laisser comme ça. Et que le match a été préparé autrement. Quand je dis autrement, vous voyez bien ce que je mets dans autrement. Expliquez-le autrement. Non, vous voyez un peu. Expliquez-le autrement. Donc, autrement, c'est autrement. Non, expliquez-le autrement. Parce que moi aussi, je pense que le match a pu se faire autrement. Mais expliquez-le autrement. Le autrement, là, c'est autrement. Non, il y a... Expliquez votre autrement. Moi, je vais expliquer mon autrement. Oui, le autrement, c'est que le match a pu... On se dit, ce garçon, il faut utiliser peut-être certains stratagèmes. Vous savez, les combats, c'est les combats. Nous, on n'était pas à Riyad pour comprendre, mais les gens se dit... Moi, je pense la même chose. Je pense que l'erreur que j'ai commise, c'est d'avancer dans ce combat en n'ayant pas pensé à tous ces aspects. Je suis avancé, je me suis lancé dans ce combat en naïvement, en pensant juste peut-être à mon entraînement, mes compétences, ce que je vais faire dans le ring. Je n'ai pas pensé ce qui pouvait se passer hors du ring. Mystiquement, par exemple, d'autre part. Non, il n'y a pas de mystique. Je ne crois pas au mystiquement. Ouais, des gens se disent, mais quand même, je ne crois pas au mystiquement. Oui, ça, c'est ce que vous croyez, oui, c'est souvent une croyance. Mais certains pensent que ça a été préparé mystiquement, d'autres se disent, peut-être il a été drogué, d'autres disent, les gants, peut-être qu'il a utilisé, peut-être la surface dans laquelle on l'a accueilli. Je peux croire à la théorie de consommer quelque chose, peut-être, une stratégie, et je pense que c'est plus dans ce sens-là il faut. Mais si on se lance dans les histoires de mystiquement, vous avez contrôlé votre eau. Puisque si on se met dans les histoires de mystiquement, quand je gagne les autres alors, il n'y a pas de mystiquement dedans. Sauf que vous dormez, sauf que physiquement vous ne teniez pas. Oui, mais toi, quand tu gagnes, tu sais comment tu te sens. Tu ne sais pas comment l'autre se sent. Mais pour vous, votre cas, c'était visible. Donc, on a bien vu que vous n'étiez pas vous. C'est pour ça que les suppositions vont dans tous les sens, mais bon, les gens... Bon, j'accepte qu'il y ait un peu de doute, mais bon, une fois de plus, je ne crois pas au côté mystiquement.
je pense qu'il peut avoir déjà, il y a eu des manœuvres, des petites stratégies techniques où on me faisait arriver aux endroits peut-être avant lui. Ça, c'est évident. Oui. Ça, c'est pas. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je dénonce publiquement. L'autre aspect, je n'ai pas de preuves. Tout le monde, nous tous, nous savons, on n'a pas de preuves, mais c'est quand même des lectures, des analyses. Cependant, après Riyad, je me suis arrêté à Paris pour faire des examens. On m'a juste dit que il se faisait tard parce que pour les examens urinaires, il fallait peut-être le faire dans les 24 heures ou sanguin. Il fallait le faire dans les 24 heures. Cependant, il reste une option, mais qui peut se faire dans un mois. Donc j'attends, je vais explorer cette piste. Ça ne va rien changer, mais au moins, j'aimerais vraiment savoir sur quel terrain je joue, où est-ce que je pose mes pieds, qui sont vraiment mes adversaires. Et je pense que une fois que j'aurai appris les règles du jeu, je serai meilleur joueur. Voilà. Donc, vous n'allez pas aussi empêcher les gens de parler. Oui, mais je n'empêche pas. Justement, je n'empêche pas les gens de parler. Oui. Les gens, ils parlent pour eux, les gens ont toujours parlé et les gens parleront toujours. Moi, je me concentre de faire ce que j'ai à faire. Les gens parleront toujours. D'accord, puisqu'ils parlent, et on aimerait savoir, puisque c'est vous le concerné. Non, mais je ne réagis pas à ce qu'ils disent. Oui. Moi, je réagis à moi. Je me concentre à moi. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent de façon rationnelle. Il y a des gens qui parlent... Je ne sais pas, je ne saurais pas comment qualifier ça. On les laisse parler. Que dites-vous donc à ceux qui pensent que c'est un match arrangé, vous êtes partis là, tout était déjà calculé dès le début et que ça devait vous rapporter beaucoup d'argent, vous êtes resté fort sur votre argent que vous attendiez? En perdant ce match, je perds beaucoup. Je perds beaucoup sur mon prochain match. Si j'avais gagné ce match, j'aurais combattu le gagnant de Tyson Fury et Alexander Usyk, qui combattait pour la ceinture Unified Belt de la boxe. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu gagner à perdre le combat? Je n'ai que perdu énormément. Sans compter, voilà, de ma petite fierté. Voilà. Donc vous pensez que votre amour propre a été... Et je pense que, même s'il y a eu des arrangements, je pense que, connaissant mon ego, les arrangements ont été faits à mon insu. Je pense. D'accord. Mais la défaite fait partie quand même du sport, ça fait quand même partie la défaite fait partie du sport. Moi, je n'ai aucun problème avec la défaite. Je suis conscient, j'ai toujours été conscient de la défaite. J'ai perdu plusieurs fois. Et d'ailleurs, je pense que c'est lors de l'une de mes défaites, particulièrement celui contre Stipe Miocic en 2018, que je suis devenu le meilleur combattant, la meilleure version de moi-même. Parce que lors de cette défaite, j'ai beaucoup compris. Pour dire quoi? L'histoire peut se répéter, vous pouvez reculer pour mieux sauter, non, Francis? Pour dire que une fois dans la défaite, on se met en cause, on essaie de comprendre les choses. Pourtant, dans la victoire, on a tendance à tout oublier, à se mettre à jubiler. Tu comprends? Donc, dans la défaite, on apprend. Toujours est-il. Alors, et surtout, quand je vais dans un combat, moi, c'était mon deuxième combat de boxe. J'ai jamais combattu en boxe. Et je combattais contre encore un meilleur du monde. Donc, si j'avais perdu, au fait, il y avait cette possibilité de perdre. Je savais que je pouvais perdre. Je n'ai rien contre la défaite. Mais je ne veux pas que ma défaite soit motivée par quelqu'un d'autre. Tu vois? Au fond de moi, j'ai un petit sentiment comme si j'avais les mains attachées. Et qu'il n'y avait pas d'équilibre, les choses n'étaient pas justes. C'est ça qui me dérange. C'est pas la défaite. Moi, je savais que je pouvais perdre. Je m'avance sur un terrain hostile contre les meilleurs de leur discipline. Franchement, c'était... Si tu te plains d'une défaite, on comprend qu'on peut être arrogant, orgueilleux, mais quand même se plaindre d'une défaite contre peut-être Tyson Fury ou Anthony Joshua, c'est juste pas logique. Ça peut arriver, surtout à ton niveau. Étant donné que eux-mêmes, ils connaissent des défaites dans leur sport, étant les meilleurs. Voilà. Donc, moi, je n'avais pas...
C'est pas avec la défaite que j'ai un problème. C'est avec le fait que je me suis pas... Non, c'est pas le fait où j'ai pas pu m'exprimer. J'ai eu l'impression, comme je disais... Pour vous, c'est comme si vous n'avez pas combattu, quoi, c'est ça? Comme si j'ai jamais été... Non, j'ai jamais été présent. Voilà. J'ai jamais été présent dans ce combat. J'ai eu l'impression que... Même si j'avais pas les mains attachées, mais j'ai eu l'impression que mes mains étaient attachées sur mon dos. Et que je ne... Voilà. Les choses n'étaient pas équilibrées. C'est ça le problème. C'est ce petit sentiment d'injustice. C'est ça qui me dérange le plus. C'est pas la défaite. Voilà. Un sentiment d'injustice, une fois de plus, par rapport à vous. Alors, Francis Ngannou, on a l'impression que pour une fois, vous avez reçu, c'est-à-dire on vous a fait ce que vous avez l'habitude de faire aussi aux autres. C'est-à-dire que vos victoires sont très rapides, hyper rapides les fois où c'est arrivé. Alors, dans la peau de celui qui a encaissé aussi ce que vous avez souvent fait vivre aux gens, ça a été compliqué pour vous à accepter ça? Une fois de plus, la seule chose qui était compliquée à accepter, c'est la façon dont... C'est arrivé. Au fait, oui, la façon dont c'est arrivé. Ce sentiment de déséquilibre, ce sentiment des mains attachées au dos, comme je disais tantôt. Sinon, en tant que combattant, tu sais, je fais ça tous les jours, je vis combat. Je pense combat tous les jours. Quand tu avances dans un combat, il n'y a que deux options, gagner et perdre. Voilà. Il y a ça. Oui. Maintenant, la famille, parlons de la famille. Vous avez dit votre famille était là, votre maman, vous confirmez qu'elle était là. Vos sœurs aussi étaient là. Oui. Votre petit frère qui est devenu très célèbre, il était là aussi? Il était là. Alors, comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Ils ont pas trop bien vécu. Et d'ailleurs, pour certains, parce que mon petit frère, il était là pour toute la préparation, on était tous ensemble, donc il a un peu vu la préparation. Même la famille, même les étrangers, je pense que personne ne m'a reconnu ce soir. Et ça, c'était même avant le combat. Ça a été difficile de retrouver votre famille, de leur regarder dans les yeux? Ma mère, même ma mère et certains membres de la famille, ils me disent que quand ils m'ont vu arriver, ils sont vraiment inquiétés. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bon, je ne sais pas, je ne me rendais pas compte, mais c'était dur. Et quand tu vous vois au sol, avec l'oxygène, à un moment donné, je pense qu'on nous a envoyé une image où on était avec... non. C'est pas l'oxygène? Non, ça s'est passé que dans Facebook. Ça s'est jamais passé en réalité. Non, pas sur le ring, le jour du combat. Non, ça s'est jamais... Hein? Sur le ring, le jour du combat, on a vu une sorte de... Qu'est-ce qu'on vous a mis sur le nez? Il n'y avait rien? Non. On s'est trompé? Non, il n'y avait rien. Les médecins ils vont venir, ils vont essayer de te parler, asperger le truc. Surtout que j'avais les yeux ouverts. En fait, je suis resté... je réagissais très vite, même que je ne pouvais pas parler. Ah bon, donc vous ne pouvez pas parler? Non, c'est que ça prend du temps. Tu vois, quand tu tombes, tu sais que tu es tombé. Tu sens, il y a un truc. Après, quand tu te réveilles, ça prend du temps pour toi pour pouvoir même entendre et pour pouvoir parler. Même si tu vois les gestes des gens devant toi, tu vois le médecin qui te parle, qui fait ça, tu vois ta soeur à côté du ring. Tu es conscient, mais tu es encore loin. C'est une sorte une mini convulsion en fait. C'est comme si vous convulsez. Non, le cas au fait, c'est l'impact. Donc, il y a un choc de cerveau qui te déconnecte pendant une seconde et c'est tout. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perdu la vie Non. dans ce genre de choses? Déjà au Cameroun, je pense qu'on a presque tous pris les KO à freiner derrière dans les voitures et les motos. C'est ce geste-là d'où le cerveau touche le crâne. Et ça crée une petite zone Parce qu'après ça, généralement, des mouvements comme ça, violents, même dans des accidents de voiture, ça peut causer des commotions cérébrales. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison où, après ça, arrivé à Paris, j'ai aussi fait des examens, l'IRM, pour vérifier des commotions cérébrales et tout ça. Et j'ai aussi vu des chirurgiens neurologues pour vérifier que tout allait bien. Parce que parfois, des commotions cérébrales mal traitées, avec le temps, ça peut laisser des séquelles et voilà.
c'est pas grave, mais quand même, toujours est-il que c'est quelque chose qu'il faut prendre soin de ça. Donc, vous avez été prise en charge, vous avez été consulté, on a contrôlé, on a Non, j'ai pas... Non, après le combat, je suis resté à Riyad, je crois, 4-5 jours avant d'aller à Paris. C'était mesure de sécurité. Oui, mesure de sécurité. Alors, pour les Camerounais, vous savez, ça a été une défaite très difficile à accepter. Imaginez pour moi alors. Est-ce que vous savez que les Camerounais ont eu très mal, l'Afrique, le monde entier, vos fans, vos supporters, ils ont très mal dormi. Pour certains, c'était le deuil carrément. D'autres, franchement, ils ont pris du temps pour se remettre. Ouais. Vous êtes au courant de ça? Oui, puisque pour moi aussi, c'est pareil. Imaginez, j'ai fait 2 mois à Riyad pour me préparer pour ce combat uniquement. Je rêvais ce combat, je vivais ce combat, je dormais ce combat, jour pour jour. Je faisais tout ce qu'il fallait pour ce combat. Et j'arrive le jour du combat, je ne combats pas. Imaginez la frustration. Pas pour dire que les autres... non, pour dire ma frustration, elle est grande. Ma douleur, elle est grande. Mais bon, c'est le sport. Un message pour toutes ces personnes-là qui ont eu mal, parce que c'est le cas de le dire. Tout bâti, d'ailleurs, était en deuil, presque en deuil. Alors, on aimerait vraiment, c'est vrai que vous aussi, vous avez besoin de la consolation après vous avoir écouté, mais on souhaiterait quand même que vous, qui avez amené les Camerounais à s'intéresser à la bourse, vous qui avez amené même les femmes qui n'aimaient pas la bourse, tout le monde est là-dedans, et le jour-là, c'est tombé en 8 mars, les femmes n'ont pas fêté parce qu'elles étaient fort costaudes. Des femmes disaient, il y a un combat du siècle ce soir, notre frère va combattre. Les femmes n'ont pas fêté comme d'habitude. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quand même une pensée pour les femmes. Ma tenue, elle était rose. Ah, c'était fait à dessein. Waouh. Le 8 mars. Merci, donc, je suis une femme et je dis merci donc pour ça. Donc c'était fait exprès. Beaucoup se sont demandé, mais pourquoi la couleur rose? Donc, non, c'est moi qui ai choisi. Pour faire plaisir aux femmes. Non, c'est ma tenue, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai choisi. Merci, au nom de toutes les femmes, merci de nous avoir fait ce clin d'œil, même comme ça a mal tourné. Ouais, bon, voilà. Maintenant, envoyez important. Envoyez-le votre comme je disais, ma maman, elle était là, mes soeurs, la famille. Voilà. Envoyez le message à tous ceux qui ont eu. Même si les femmes dérangent beaucoup, elle reste quand même la mère de l'humanité. C'est notre comme ça. On ne peut pas être. C'est votre comme ça, on ne peut pas être autrement. Sinon, nous, on arrête de déranger, ce sera plus nous, quoi. Un message pour les fans, pour tous ceux qui ont eu mal. Bon, la seule chose que je dirais, c'est que bon, ça s'est pas bien passé cette fois et que, comme nous le savons tous, dans le sport, il faut s'attendre à gérer la défaite aussi, comme on gère la victoire. Certes, elle est douloureuse, mais on tombe, on se lève, on avance. Voilà. N'est tombé que celui qui reste au sol, celui qui se relève n'est jamais tombé. Voilà, c'est une étape du parcours, en fait. On prend ça comme ça. C'est une étape du parcours. Voilà. Et je pense que de ça là, la seule raison pour laquelle celle-ci restera une défaite, c'est si je ne l'utilise pas pour faire quelque chose de mieux. Mais celle-ci peut être une victoire dans la mesure où j'utilise ça pour bondir et pour faire quelque chose de mieux à l'avenir. Alors, parlons justement du rebondissement. Est-ce qu'il y a un autre match en vue? Vous êtes prêt encore à combattre? Parce que beaucoup disaient... Pour l'instant, je me repose et après, je vais voir ce qu'il y a dehors. Vous avez l'intention de changer de discipline. Beaucoup disaient, oh, il faut qu'il arrête la boxe anglaise, il faut qu'il rentre en MMA. Pourquoi ils n'ont pas dit ça après le combat de Fury? Non, après, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que, je disais tantôt que ce que les gens disent, ils ont qu'à dire. Oui. L'incrédulité des gens, l'instabilité des gens, parfois, est très instable. J'ai perdu des combats avant et certains ont dit des choses. Après ça, j'ai gagné des combats qui ont démenti à plusieurs fois. J'ai eu à démentir de par mes actions les dits des gens à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas me focaliser sur ça. Il y a une seule chose qui va soit taire, soit faire parler les gens, c'est toi qui continues. Voilà. Parfois, le jour où les gens diront rien, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu fous rien.
Parfois, c'est trop d'amour. Ça veut dire qu'il y en a qui ne savent pas comment utiliser des mots de compassion. Pour eux, c'est que non, il faut qu'il laisse, il faut qu'il arrête. C'est trop d'amour, des fois. Bon, il y a des amours où on peut s'en passer. Oui. Il y a des amours où on peut s'en passer. On se focalise sur ce qui est constructif, sur ce qui est rationnel. Voilà. Donc, bon, c'est ce qu'on a choisi comme métier. Hein. Vous allez continuer. Ah oui, mais pourquoi? D'accord. C'est une question Non, vous allez en fait, c'est continuer. censé être une question. C'est censé être une question. Non, mais bien sûr que je vais continuer. Il y a encore des matchs retour avec Fury et Joshua. Vous pouvez encore les rencontrer ou bien c'est automatique? Oui. Vous allez les rencontrer. Je pense que, d'ailleurs, il y a une chose qui s'est passée, c'est qu'après le combat, dès que je me relève, il y a le ministre qui monte sur le ring. En fait, il était déjà sur le ring quand je me suis réveillé. Et il s'est approché de moi et m'a dit, c'est pas grave, il y a toujours le combat de Fury. Quel ministre? Dites-nous. Qui a ça? Voilà. Le ministre de General Entertainment. D'accord. C'est lui qui est un peu plus à la tête de ça, même si c'est pas lui qui organise vraiment, parce que je crois qu'il a sous-traité avec des promoteurs anglais au nom de Queensberry et Mushroom. Queensberry qui est Frank Warren et Mushroom qui est Eddie Hunt. Et qui sont des renards du business. D'accord. Alors, vous savez, vous prenez quand même de l'âge. On est parti des 38 ans, on est arrivé à 40 ans. Vous prenez de l'âge. J'ai 37 ans. Voilà, 37 ans aujourd'hui. Oui. Voilà, donc, est-ce que vous pensez, dans cette carrière-là, il n'y a pas de retraite? Si, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que moi, j'ai toujours pensé quitter la scène avant que la scène me quitte. Et pour un poids lourd, parce que généralement, chez les poids lourds, on atteint la maturité un peu plus tard. J'ai toujours pensé ma retraite entre 40 et 42 ans. Et ça encore, ça dépend de mon état de santé, de ma forme. Mais entre cette braquette-là. Donc, vous avez encore du chemin à parcourir. Ouais. Même chez les légers, il y a des légers qui combattent à mon âge. Yuel Romeo, qui combattait au PFL en Arabie Saoudite l'autre jour, il combattait à 46 ans. Oui. Il combattait à 46 ans? Ah oui, il a 46 ans. Il combattait en Arabie Saoudite 2 semaines avant mon combat. 46 ans. Et pourtant, c'est un lutteur olympique. Donc, il fait le sport depuis son enfance. Ça veut dire, aujourd'hui, il est épave. Il n'est que l'ombre de lui-même. Mais il tient quand même. Alors, mais pas pour dire que je vais aller jusqu'à 46 ans. Pour moi, vous, vous pensez arrêter à 44 ans? Non, pas 44 ans. 40, entre 40 et 42. Et 42, dans pas cette 44. fenêtre. Non. Pourquoi, Francis? Non. Pourquoi? Je pense que je ne pense pas je ne crois pas qu'à 40 ans, à 44 ans, je serai au max de ma forme. D'accord. 44 ans qui est 7 ans plus tard, je ne sais pas, je ne pense pas que j'aurai la même détermination, la même énergie que j'ai aujourd'hui. Si l'énergie est là, vous faites quoi? Vous continuez? Il faut plus que l'énergie, il faut plus que la détermination, plus que la motivation. La volonté peut être toujours là, mais le corps peut ne plus accepter, le corps peut ne plus répondre. Bon, toujours est-il que pour un combattant, j'ai quand même eu la chance que j'ai commencé un peu plus tard, donc dans ma vie, j'ai commencé le combat plus tard, donc j'ai encore du kilométrage, quoi. À faire. Alors, Tyson Fury, il était le 8 mars, il était présent au combat. Oui, il était dans présent. la salle, on l'a vu. Oui, puisque il était présent toute la soirée, il était présent toute la semaine, il était présent à tous les événements, même à la conférence de presse, il était là. Et d'ailleurs, à la conférence de presse, il était plus actif qu'Anthony Joshua. Il était avec vous ou contre vous? Non, il était face à moi. Non, bon, il parlait que de lui, il parlait que de lui et de notre combat. Oui, de votre combat ou bien de l'autre? Non, de notre combat. Alors, il était avec vous, il était avec vous, vous comprenez ce que je dis, ou bien contre vous? Il vous soutenait ou vous soutenez pas? Je ne sais pas, ça, je ne lui ai pas posé la question. Mais quand vous le lisez, vous pensez quoi? Il peut vous soutenir? Je ne sais pas. C'est son problème.
Francis Ngannou, on est à Batié et quelques jours après le combat, vous voici donc à Batié, chez vous, votre terre, sur votre terre natale. C'est quoi votre quotidien? Et déjà, pourquoi avoir choisi Batié? Vous aurez pu rester peut-être à Yaoundé. Je suis Batié. Comment ça, pourquoi avoir choisi Batié? Vous pouvez aller peut-être au Gabon, peut-être ailleurs. J'ai pas de maison au Gabon. Je suis à Batié chez moi, dans ma maison. J'ai grandi ici. Ça, c'est notre concession. Pourquoi ne pas venir ici? D'accord. C'est quoi votre quotidien ici, quand vous êtes à Batié? Passer ma journée, sortir souvent, aller au Carrefour, jouer aux cartes avec les gars. C'est facile pour vous de sortir sans qu'il y ait des embouteillages? Les premiers jours, non. Mais très vite, ils s'habituent parce que je suis très régulier ici. Je viens ici à chaque fois et très souvent, ce sont les mêmes dans le quartier, dans le village. C'est plus ou moins les mêmes personnes qu'on rencontre chaque fois. J'étais ici j'étais ici au mois de décembre, j'ai fêté ici. Donc vous êtes à la maison et c'est la famille, vous êtes en famille. Alors, on a vu lors du match avec Tyson Fury, on a vu comment vous étiez avec votre entraîneur, Mike Tyson. Oui, c'est... Il n'est pas... Mike Tyson, il est... Pardon, Mike Tyson, pour le dernier combat du 8 mars, on ne l'a pas trop vu. Non, Mike Tyson, déjà à la base, il n'était pas... c'était pas mon entraîneur, pas comme mon entraîneur principal. Comme j'ai toujours dit, il était un peu comme consultant. Il est venu à mon entraînement, je crois, 3 fois. Voilà, il vient, il observe, il donne son avis, il donne peut-être quelques conseils. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec Mike Tyson. Et là, pour ce combat-ci, déjà, je me suis entraîné à Riyad. Le combat a été annoncé, j'étais ici au Cameroun et d'ici, je suis allé à Londres où on a fait, en Espagne où on a fait la production, la promotion du combat. Je suis allé à Londres où on a fait la conférence de presse et directement de Londres, je suis allé en Arabie Saoudite où j'ai fait mes préparations là-bas du début à la fin. Voilà, mais ça veut dire quoi? Vous n'êtes plus ensemble, c'est plus votre ami, il y a des choses qui sont Si, c'est mon ami, mais Mike Tyson, il ne vit pas en Arabie Saoudite déjà pour commencer. Mais il vous a suivi la dernière fois. Il était avec vous. Au combat, oui, mais même cette fois, oui, au combat. La nature de vos relations, c'est toujours beau fixe, c'est toujours top. Oui. C'est pas parce qu'il n'était pas là qu'il y a une raison pour la nature de nos relations. Il n'était juste pas là. Je pense qu'il n'a pas... Peut-être qu'il a été occupé pour autre chose. Mais déjà, puisqu'il n'était pas... il n'était pas engagé dans ce combat. Comme avec... Voilà. Peut-être qu'il a déjà pris de l'assurance. Il dit, l'enfant, il a grandi, et voilà, il a moins peur que le match avec Tyson Fury. Alors, vous êtes à Batié et tout récemment, on vous a aperçu au stade lorsque Stade de Batié jouait. Vous étiez là comme qui est supporter, fils du village ou Francis Ngannou. C'est Francis Ngannou qui était au stade. Vous voyez bien ce que je mets dedans. C'est le fils du village, c'est l'enfant du village, c'est le supporter qui était, ou bien c'est un membre, un encadreur de cette équipe. C'était tout qui était là-bas. Tout ce que vous avez mis dedans là, c'est mélangé seulement, c'est pareil. Alors, si vous êtes encadreur, quel est le rôle que vous jouez dans cette équipe Stade? Je soutiens l'équipe. Je pense qu'il est aussi temps que notre équipe voilà, revoit le jour, se retrouve au sommet de la compétition, comme ce fut le cas à une époque. Parce que je me rappelle que cette équipe quand même nous a donné beaucoup d'émotions, beaucoup de joie quand on était enfant. Et c'était beau. On a eu des jours fériés parce que Sable avait remporté la Coupe du Cameroun et tout ça. Donc des trucs comme ça, aujourd'hui, avec la vision du football camerounais, aujourd'hui, qui à mon avis évolue beaucoup, je pense qu'il est important que, avant que le football camerounais ne s'innove, que nous aussi on se retrouve dans la partie. Alors, si c'est maintenant ça, c'est l'encadreur que vous êtes, que vous dites pouvoir avoir. Tout. Oui, mais tout. Là, ça c'était le parce que
En même temps, je suis fils du village, je suis fan, je suis tout. Vous êtes Francis Ngannou, vous êtes le champion. Alors, si c'est Francis Ngannou qui est allé là-bas, il allait avec beaucoup d'argent pour donner... C'est qui Francis Ngannou, au fait? Francis Ngannou, le champion. C'est qui le supporter? Le supporter, c'est l'enfant, c'est tout le monde. Tout le monde peut être supporter. Et comment il supporter. s'appelle? Tout le monde peut être supporter. Oui, mais comment il s'appelle? On a un supporter qui peut s'appeler Kamga, mais qui n'est pas Francis Ngannou, qui n'est pas champion. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un supporter Tantampion qui est au village, qui n'a que ses prunes, qui n'a que peut-être... Oui, mais il s'appelle toujours pas son nom. Oui, il s'appelle lui, mais il n'a pas de l'argent pour pouvoir apporter. Est-ce que Francis Ngannou qui allait là-bas, il allait comment? Il allait apporter de l'argent parce qu'on sait que les équipes ont toujours besoin de financement. Est-ce qu'il a apporté de l'argent? Pour apporter de l'argent dans une équipe, il faut forcément aller au stade. C'est pour ça que nous, on veut savoir. Est-ce que c'est au stade? Est-ce que c'est avant le stade qu'il a envoyé? Est-ce que, puisque vous dites que vous êtes allé là-bas, comme tout, il finance? Je pense que cette question-là n'a pas trop son sens. J'ai pas bien compris. Voilà, je simplifie. Francis Ngannou, il finance l'équipe, il apporte financièrement, puisqu'on l'a vu physiquement. Oui, mais pourquoi vous voulez tout savoir? C'est une question. Ça n'a pas d'importance. J'ai donné des informations qui étaient nécessaires. Est-ce qu'il vient avec l'équipement, les godasses, Je suis le fils du village, je suis supporter, je suis membre du conseil. J'essaye de soutenir. Point. Soutenir. C'est suffisant comme mot où on peut employer. Cette équipe, bon, on imagine comment vous avez été accueillis là-bas. C'était une joie. Et lorsque vous arrivez, c'est une victoire pour l'équipe. Vous pensez que votre présence a galvanisé cette équipe? C'est vrai qu'elle gagne souvent. Mais ce jour-là, vous pensez que vous avez apporté quelque chose? Je pense surtout que... Je sais pas. Parce qu'avant mon arrivée, ils étaient sur quoi, 7 ou 8 victoires d'affilée. Donc, il était fort probable qu'ils gagnent toujours le match. Par contre, l'adversaire, il était costaud. Parce que depuis 2 ans, Stade de Badjoun sème la terreur à l'ouest. Un club de 3e division qui va à la Coupe du Cameroun et qui dégage les équipes de première division. Comme Bamboutos de Bouddha, où nous tous on sait que voilà, c'est une équipe qui est bien sur ses jambes. Et donc quand on a une équipe qui va jouer contre Stade de Badjoun, ok, on sait qu'on a du pain sur la planche. Alors on vous a vu sur les images, vous étiez assis là à regarder. Ça vous avez pris du plaisir, vous avez fait des observations. Oui. Est-ce que vous avez fait des observations? Est-ce que vous avez fait des analyses? J'ai pris du plaisir. Je pense que pour ce qui est de l'observation, ça c'est le travail des coachs, des techniciens. Ça c'est plus le travail. Voilà, je ne suis pas expert dans ce domaine. Mon observation n'est pas aussi relevante que celui d'un coach, voilà, ou celui d'un expert du football. Je suis un fan. Oui. Déjà. Mais vous ne perdez pas de vue que vous êtes un champion. Là, c'est une autre discipline, c'est le foot, c'est le sport, c'est le foot. Mais de haut de votre casquette, vous pouvez faire des suggestions, des remarques, des observations. Puisque vous êtes avec le staff, vous pouvez faire quand même des... Ah, il y a un petit là-bas que j'ai observé qui joue bien. Oui, non, je peux... Si c'est ça, il y a des petits où j'ai apprécié. D'ailleurs, il faut savoir que la raison pour laquelle on a décidé de remettre sur pied Sable de Bâti, c'est parce qu'on avait déjà quelques jeunes petits-enfants auxquels peut-être, avec certains, on jouait même au 2-0 ici au stade municipal, ou qui jouaient très bien et que voilà, on a voulu peut-être les envoyer dans des clubs ou dans des académies de football, et c'était un peu difficile de structurer, et pendant peut-être 2 ou 3 ans on était un peu égarés parce qu'il y avait un qui devait aller à Bafoussam et qui était à Bâti tous les jours pour aller aux entraînements à Bafoussam, ou peut-être 3 fois par semaine, l'autre qui devait être à Yaoundé mais pas dans un club bien structuré, donc tout ça était un peu compliqué. Et après voilà, et tout ça rien que pour la passion. Après, quand l'équipe s'est mise sur pied, on les a injectés dans l'équipe. Voilà. Le MMA, ça vous quitte définitivement ou bien un retour y est possible? Non. On parle de retour. Non, je quitte pas le MMA. Donc un retour est possible? J'ai jamais quitté le MMA. Donc on parle pas de retour. On parle de combat.
Voilà, combat, on parle juste de combat, de combat, parce que parler de retour, c'est comme si j'ai quitté le MMA. On parle de combat, Ouais. un éventuel combat au MMA Ouais. est possible, Francis Ngannou? Bien sûr. C'est en vue? Oui, c'est en vue, surtout maintenant que j'ai un potentiel adversaire au nom de Renan Ferreira. C'est quelque chose qui est envisageable. Alors, maintenant, quand on parle quand on parle du MMA, on se retrouve à la boxe anglaise, mais on revient encore de temps en temps titiller le MMA. Vous pensez que psychologiquement, les réflexes et tout là, c'est facile? Parce que dans les deux disciplines, c'est pas la même chose. Vous pensez que vous n'allez pas de temps en temps vous tromper en pensant que vous êtes à la boxe anglaise alors que vous Non, êtes au ça ne MMA? peut pas, ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas me tromper. Je ne me suis jamais trompé en croyant que j'étais au MMA pendant que je faisais la boxe. Donc, ça n'arrive pas. C'est un truc où on est bien capable de discerner. Alors, quand on retourne au MMA, quand on va livrer un combat, je veux dire au MMA, qu'est-ce qu'on fait? On prend un nouveau entraîneur, c'est le même qui vous entraîne dans la boxe anglaise. Ça va se passer comment, Francis? On s'entraîne différemment, oui, pas forcément avec un nouveau entraîneur ou possiblement avec un nouveau entraîneur, mais on s'entraîne différemment. C'est juste la préparation. Il faut savoir que ce soit au MMA, que ce soit en boxe, il y a un temps de préparation avant d'aller au combat. C'est pas on se lève le matin et on va au combat. Et quand tu prends 2-3 mois pour te préparer pour une discipline, c'est pas pareil. C'est pas pareil, pas du tout. Donc il y a un temps de préparation. Et même durant cette préparation, psychologiquement aussi, il y a les règles. On aiguise un peu la mémoire musculaire et on sait très bien quand c'est l'OMM. Francis Ngannou, aujourd'hui, la fierté de Battier, le pool que vous avez pris une fois revenu ici après la défaite, c'est quoi? J'ai vraiment envie de savoir. C'est-à-dire que le Francis qui gagne, tout le monde est content. Le Francis qui a perdu, est-ce que c'est le même à Battier? Vous voyez ce que je veux dire? Le même à Battier? Oui, est-ce que c'est le même? C'est-à-dire quand on gagne, oh, c'est tout le monde qui... Maintenant, quand on a perdu, est-ce que il y en a qui sont restés un peu calmes? Parce que vous croyez que c'est la victoire qui me définit? Non, je ne parle pas pour vous. On sait que vous êtes on vous connaît comme vous êtes. Je peux gérer que moi. Chacun il se gère. Le reste, vous n'en avez rien à foutre, c'est ça? De rien, je me bats quand même. J'avance dans la vie. Mais, si c'est pour ça, oui. C'est le même. Voilà. Donc, pour ça, il ne faut pas vous inquiéter. Ok. Alors, Francis Ngannou, l'émigration clandestine encore à Valais, a encore fait un cas de victime. On a un jeune Camerounais, vous êtes au courant de cette histoire quand même, qui est décédé. Il y a un Camerounais qui a perdu la vie en voulant traverser également. Ah, ils sont nombreux. Et tout le temps. J'ai connu même, j'en connais déjà peut-être 2 ou 3 bâtis où j'ai entendu qu'ils sont morts dans la mer. Mais celui-ci, c'est quelqu'un qui était dans le MMA, qui combattait également. Il a voulu un peu aller voir là où l'herbe est un peu plus verte, ou bien voir un peu... Ou là où il n'y a pas d'herbe. Oui, voir un peu ailleurs, et puis ça s'est mal tourné pour lui. Voilà. Vous n'avez pas connaissance vent de cette nouvelle. De cela. Alors chaque jour, il y en a qui veulent imiter votre exemple en disant qu'ils vont prendre la route. Francis Ngannou, regardez-le. Vous avez beau dire, ne partez pas, regardez Francis Ngannou. Je veux être comme Francis Ngannou. Je veux faire comme lui et je vais y aller. Ok, c'est une question ou c'est un... Ouais, c'est des gens qui veulent être comme vous dans ce sens-là. Et on sait que vous, c'est vous. Et on tente de parler, peut-être que ça ne change pas, mais Francis, aurait-il encore un autre discours? C'est vrai qu'il ne peut pas changer la façon de quelqu'un, mais on aimerait qu'il s'exprime quand même encore. Par rapport à cela, cette immigration, où beaucoup vous citent chaque fois, pour exemple, « Oh, il y a 1000 qui vont mourir, hein, mais je veux quand même réussir comme Francis Ngannou. » Déjà, même étant encore au Maroc, j'ai jamais voulu, j'ai jamais encouragé qui que ce soit.
Alors, il était question de ne pas encourager quelqu'un. Mais maintenant, il y a un dilemme, il y a un problème qui se pose généralement, c'est que quand tu dis aux gens, non, c'est dangereux, il ne faut pas aller, c'est que, ah oui, il ne veut pas que nous on réussisse comme lui. Mais j'en ai vu, pourtant, c'est juste parce que j'en ai vu des milliers qui ont même réussi, qui sont passés entre les mailles du filet, qui ont réussi et qui sont arrivés en Europe, où l'herbe est soi-disant verte, comme tu disais tantôt, et que je n'envie pas leur vie. Et que je me pose la question à savoir ce qu'ils ont fait pour fuir les pays, pour se retrouver là, pour accepter de vivre dans cette condition. Parce que moi, si ce n'est que ça, je serais rentré dans mon pays. Alors, prendre tant de risques, donner tant d'efforts pour peut-être arriver là, est-ce que c'est pas peine perdue? Après, moi je parle pour moi, chacun prend sa décision, chacun est responsable de sa propre décision. Moi, pour ce qui me concerne, je me suis toujours dit, ayant connaissance de la chose, c'est vrai qu'au départ, je l'ai fait parce que je n'avais pas connaissance. Je me suis jeté dans cette aventure naïvement, mais ayant connaissance de la chose, s'il fallait le refaire, seulement vous allez partir avec, me laisser. Alors, Francis Ngannou, vous êtes Francis Ngannou. Aujourd'hui, les projets, on sait que vous en avez réalisé certains. On a vu la fondation Francis Ngannou qui est effective ici. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps pour le moment de parcourir tous les axes de cette fondation. Il y en aura d'autres après, Francis? Il y en a l'autre à Douala. Oui, on sait qu'il y a d'autres, en dehors des fondations. Est-ce qu'il y a d'autres projets en dehors des fondations que vous avez aujourd'hui dans vos tiroirs? Est-ce qu'il y a des combats que vous entendez également mener d'un autre genre? On sait que des personnes qui ont votre carré, qui ont votre trame, parfois essayent de défendre certaines causes. On voit la lutte contre le cancer, les luttes contre le ceci, essayent de coller leurs images pour certaines activités et tout. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, pour l'instant, le combat, ce que j'ai entre les mains comme combat, c'est pas petit. Le vrai combat lui-même, dans le sens propre, comme figuré, ce que j'ai fait. Votre activité, voilà, votre profession, vous tapez les gens. La fondation, de taper les gens pour vivre, permettez-moi de faire reprendre la fondation elle-même, comme vous l'avez dit, voilà. Après, chacun peut faire que ce qu'il peut. Il tape les gens pour vivre. Francis Ngannou. Donc, quand vous apprenez cette expression-là, est-ce que ça vous sied? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai, c'est Dadju, c'est lui qui l'a dit dans l'une de ses chansons, il tape les gens pour vivre. Non, c'était un extrait d'un interview que j'avais fait et où ça a un peu fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Parce qu'on disait, oui, mais tu avais dépassé ton adversaire quand je combattais Siringan. On me dit, oui, mais tu les as dépassés, tu les as pas salués. Je dis, mais est-ce que vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer? Moi, je vais entrer dans la cage avec l'intention de lui faire du mal, pareillement de son côté. Et vous, ça ne vous dit rien, vous êtes d'accord avec ça. Cependant, vous me cassez la tête avec, oui, mais tu n'as pas dit bonjour. Je dis, mais attention, je tape les gens pour vivre. On part pour bagarrer, pour se faire du mal, intentionnellement. Mais ça ne vous cause aucun problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas saluer. Excusez-moi. Mais ce sont des détails aussi qui sont importants. Souvenez des fois, pardonnez les gens qui vous posent souvent ces questions, mais c'est des détails importants. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi. Même sur la forme, on aurait pu le faire. Mais là, vous dites, excusez-moi, pardonnez-moi, c'est pas ma tasse de thé. Et voilà, vous allez tout droit. Et ça s'était bien passé pour vous, cette fois-là, au MMA. Alors, Francis Ngannou, on parlait des projets. Je disais tantôt qu'on a vu la fondation. Et en dehors de votre travail, votre activité. Non, je vous ai déjà dit tout ce que j'ai comme projet. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, Francis Ngannou, on va vous remercier une fois de plus de nous avoir accordé quelques minutes, quelques instants de votre précieux temps. Merci. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Au moins, vous serez venu à Batié. Merci, je vous remercie déjà de m'avoir fait atterrir à Batié.